Vous perdez probablement votre temps à produire des contenus que personne n'attend. Pas parce qu'ils sont mal écrits, ni parce que l'algo vous déteste. Non, c'est beaucoup plus humiliant que ça. Vous répondez à des questions que votre audience ne se pose pas. Et forcément, derrière, c'est le désert avec de likes d'un collègue et un commentaire de Myriam, éventuellement, à votre ancienne alternante qui s'est fait embaucher chez un concurrent plus prestigieux avec un peu de bol. La plupart des sujets éditoriaux sont encore choisis selon une méthode que je trouve absolument prodigieuse. Dans le meilleur des cas, on réunit 2 ou 3 gonzes, puis on essaie de deviner ce que des milliers de clients ont dans le crâne. Et là, plutôt que de remettre la méthode en cause, on accuse l'algo, la baisse de l'attention, l'IA, le marché, les jeunes, probablement la canicule aussi. Je suis en train de tourner ce matin, je vous avoue que je suis un peu dans mon bureau là. Il existe pourtant une technique d'une violence intellectuelle rare, une technique si sophistiquée qu'elle tient en une phrase. Demandez à votre audience ce qu'elle veut vraiment comprendre. C'est ce qu'a fait Cake & Clap chez Appcues. Elle a juste envoyé un mail. Et en guise de résultat, elle a eu 150 réponses. Pas 150 ouvertures, 150 personnes qui ont pris le temps de lui raconter leur blocage à elle. Je vais vous montrer comment reproduire cette méthode très simplement. Quelles questions poser, comment récolter des réponses utiles et surtout comment transformer une poignée de verbatim en sujet, en interview, en témoignage et en plusieurs semaines de contenu. Vous allez voir, vous allez être épaté par la simplicité du truc. En réalité, chez Appcues, Cake & Clap avait exactement le même problème que tout le monde. Il fallait trouver des sujets de contenu intéressants sans passer ses journées à contempler calendrier éditorial tout vide. Alors elle a fait un truc assez radical dans le milieu du marketing, elle a contacté son audience. Ouais, radical parce qu'en ce moment avec tous les outils IA et les stats qu'on a à dispo, contacter le client, c'est malheureusement plutôt un réflexe. Et en contactant son audience, elle a reçu 150 réponses. Alors le chiffre est cool, mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est la nature de la matière récupérée. Parce que Cake & Clap, elle a pas devant elle une liste de sujets inventés au doigt mouillé, elle a des blocages réels, formulés avec les mots exacts de son audience. Parce que dans votre liste de sujets vaguement inventé. Vous avez sans doute un listing du type article sur l'adoption produit, par exemple. Par contre, dans les verbatims de l'audience, on a des problématiques plus précises qui se dégagent. Par exemple, les gens ne reviennent pas après leur première connexion. Il y a un monde entre les deux. Dans le premier cas, vous avez un thème. Dans le second, vous avez un problème avec une tension, un résultat attendu et presque déjà un type de contenu en fait. Cake explique d'ailleurs avoir obtenu de meilleurs résultats par mail qu'avec des sondages sur LinkedIn. Ce qui est mine de rien assez logique, parce qu'un sondage LinkedIn par exemple, ça vous demande de choisir entre 4 réponses prémâchées pour le coup, pendant que vous faites défiler votre feed au chiottes littéralement. Alors qu'un mail, ça vous invite à raconter votre problème avec vos propres mots à vous. Et c'est précisément ce que nous on recherche. On veut de la formulation brute. Parce que vos meilleurs sujets, ils sont déjà prononcés tous les jours par vos clients, vos prospects, vos utilisateurs, vos commerciaux et votre support aussi, sauf que personne prend le temps de les parcourir. Alors, on continue à produire des guides complets, des 5 conseils pour faire machin truc et autres 7 bonnes pratiques pour doubler son chiffre d'affaires. Comme si Internet souffrait déjà d'une pénurie dramatique de listes numérotées. Bref. Première leçon, avant de chercher des idées, chercher des problèmes exprimés. Une idée, ça peut se discuter pendant des heures, c'est du vécu. Un problème réel, lui, ça vous indique déjà ce qu'il faut expliquer. Comment est-ce qu'on reproduit ça sans lancer une démarche d'écoute client ultra lourde et processée? Il faut 3 choses. Une bonne question, un formulaire minuscule et un endroit où votre audience vous écoute déjà. Donc première étape, poser une question qui appelle un vrai problème. Parce que la première erreur, c'est de surtout pas demander un truc genre quel contenu voulez-vous voir? Ça c'est une question tellement vague qu'elle oblige votre audience à faire le travail en votre place, littéralement. Ouais, la plupart des gens, ils passent pas leur journée à réfléchir au contenu que votre entreprise devrait produire. Ils ont un métier, ils ont des urgences, ils ont probablement un N+1 qui les attend en meeting dans 5 minutes. Donc si vous leur demandez simplement ce qu'ils veulent lire, vous allez récupérer des réponses très vagues, du genre des cas clients, des contenus pratiques, voire un peu de tout. Non, il faut poser une question contextualisée, suffisamment précise pour faire remonter une difficulté vécue. Par exemple, quelle question vous posez-vous actuellement sur votre sujet et à laquelle vous ne trouvez pas de réponse satisfaisante? Ou quel est aujourd'hui votre principal blocage pour parvenir à résultat recherché? Là, on ne demande plus aux gens de jouer au directeur éditorial bénévole, on leur demande de parler de leur réalité. Parce qu'encore une fois, personne vous dira « Ah, je voudrais une vidéo sur la gouvernance des contenus commerciaux ». Mais en revanche, il peut vous dire « nos commerciaux, ils recréent tout leur support dans leur coin, et puis personne sait quelle version envoyer, c'est pénible. » Ça, c'est de la matière. Vous avez un problème concret, une tension organisationnelle concrète, des
conséquences visibles et probablement plusieurs contenus disponibles derrière que vous pourrez créer. Donc vous pouvez faire par exemple une vidéo sur la centralisation des assets, un article sur la gouvernance, une checklist pour les sales, une interview du responsable commercial qui vous a envoyé ça, pourquoi pas, et même, soyons téméraires, lui proposer une solution commerciale cohérente à la fin, si ça le fait. Bref, ne demandez pas des idées de contenu, demandez des problèmes, des questions, des blocages ou des décisions difficiles. Les idées, elles viendront après, quand vous aurez enfin autre chose sous les yeux que des intuitions vaguement inspirées de votre équipe. Deuxième étape, il faut fabriquer un formulaire ridiculement court. Une fois la question choisie, on résiste à la pulsion naturelle du marketeur, c'est-à-dire ajouter les champs dans votre formulaire. Ça, je sais que tout le monde connaît. Je sais que tout paraît indispensable, le prénom, le nom, l'entreprise, la fonction au niveau hiérarchique, tant qu'à faire, pourquoi pas la couleur préférée du répondant aussi. Et peut-être aussi son signe astrologique. Ça pourrait peut-être aider à segmenter la prochaine campagne, on sait jamais. Non, on tranche ici au maximum. 3 champs suffisent. D'abord la question ou le problème rencontré, ensuite le métier ou le contexte du répondant, juste assez pour comprendre depuis quelle réalité il parle, sa réalité à lui, et enfin son mail, une petite autorisation pour le recontacter si sa réponse elle mérite d'être approfondie. C'est tout, voilà, c'est tout, c'est votre formulaire, il doit pouvoir être rempli en 2 minutes contre en main, parce que chaque champ supplémentaire, c'est une petite pancarte sur laquelle vous écrivez « Est-ce que vous êtes vraiment certain de vouloir nous aider ?» Et plus le formulaire s'allonge, plus les gens se rappellent brutalement qu'ils ont vachement mieux à faire et qu'on se trompe pas de combat. Là, à ce stade, on veut pas bâtir une base de données parfaite dès le premier envoi, c'est pas ce qu'on veut. Notre but, c'est de faire remonter de la matière utile. Vous pourrez toujours qualifier les réponses ensuite, mais encore une fois, inutile d'exiger un dossier de candidature complet à quelqu'un qui voulait simplement vous raconter ce qui lui pourrit la semaine. Troisième étape, ne publiez pas votre formulaire n'importe où. Vous commencez là où vous avez déjà une relation, même modeste. Votre newsletter, c'est souvent le meilleur point de départ parce que les gens, ils ont déjà choisi de recevoir vos contenus. Vous pouvez aussi utiliser votre base client, votre communauté, un groupe privé, tout autre endroit où une conversation existe déjà, LinkedIn, ça peut servir de complément, mais il ne faut pas en faire le cœur du dispositif parce que sur LinkedIn, encore une fois, je reviens dessus, vous êtes en compétition avec tout un tas de trucs OSEF, entre les licenciements racontés comme des voyages initiatiques, un type qui a compris le business en regardant sa fille ranger ses Legos. L'attention, elle est ultra fragmentée, elle est pressée, elle est fébrile, c'est du pur snack content. Ça nous dessert. Dans un mail ou une communauté, vous pouvez donner un minimum de contexte et demander une réponse un peu plus construite. Et surtout, n'attendez pas d'avoir une audience énorme. Ça sert à rien. Pas la peine de dégainer l'excuse Oui, ok, mais on fera ça quand notre newsletter aura 10 000 abonnés. Ok Jean-Pierre, très bonne idée. Attendons d'être gros pour commencer à écouter les gens. Non, vous n'avez pas besoin de 150 réponses pour que la méthode soit utile, comme je l'avais dit tout à l'heure. 5 réponses précises, ça peut déjà faire apparaître une question récurrente. 10 réponses détaillées, ça peut nourrir plusieurs semaines de contenu. Une seule réponse vraiment riche, ça peut déclencher une interview, un cas client, un sujet que personne d'autre peut-être n'a pas encore traité correctement. La qualité de la matière, ça compte davantage que le volume. 200 votes anonymes sur un sondage du type « Quel est votre plus grand défi ?» Ça peut vous apprendre que 38% des répondants ont choisi l'option B. C'est super les amis, vous êtes propriétaire d'un camembert. 3 réponses développées, ça peut vous expliquer pourquoi le problème existe, comment il se manifeste, ce que les gens ont déjà essayé et surtout pourquoi ça n'a pas fonctionné. Là, vous commencez à comprendre quelque chose. Je résume le protocole qui tient donc en 3 mouvements. Vous posez une question assez précise pour faire remonter un problème réel, vous rendez la réponse presque indolore et vous l'envoyez là où une relation existe déjà. Une fois les réponses récoltées, on ne va pas se contenter de les lire. Rappel au cas où que le but est d'abord d'identifier ce qui mérite réellement de devenir un contenu. Pour ça, vous pouvez passer chaque réponse à travers 4 filtres très simples. Et le premier, c'est la récurrence. Est-ce que le même problème revient plusieurs fois mais formulé différemment? Si 5 personnes vous racontent qu'elles n'arrivent pas à utiliser leur contenu par les commerciaux, vous tenez probablement pas 5 anecdotes isolées. Vous tenez un sujet. Le deuxième, c'est l'intensité. Tous les problèmes ne se valent pas. Certains sont vaguement agaçants, on peut dire ça comme ça. D'autres coûtent du temps, de l'argent, ralentissent une décision ou déclenchent de vrais conflits en interne. Ça existe aussi. Plus le problème fait mal, plus il a de chances d'intéresser. Ça, je vous apprends rien, je pense. Parce que personne ne clique avec fièvre sur un contenu intitulé « Quelques réflexions autour de l'amélioration progressive de vos pratiques ». Les gens cliquent quand ils reconnaissent une emmerde qu'ils vivent déjà. Le troisième filtre, c'est la pertinence. Est-ce que le problème entre dans votre territoire de légitimité? Est-ce que vous pouvez apporter quelque chose ou est-ce que vous allez simplement produire un commentaire de plus sur un sujet que vous maîtrisez à moitié parce qu'il semble bien marcher sur LinkedIn? Le quatrième filtre, c'est le potentiel éditorial. Est-ce qu'il y a derrière cette réponse une histoire, une contradiction, un exemple, une démonstration,
une méthode ou une personne à interviewer, encore une fois, parce qu'un bon sujet, il n'est pas seulement important, il faut aussi pouvoir le rendre vivant. Si on prend une réponse comme on produit beaucoup de contenu mais les commerciaux les utilisent jamais, si je fais un parallèle avec ce que je disais la dernière fois, vous pouvez en faire une vidéo sur les contenus inutilisés, un article sur les erreurs de sales enablement ou un cas client qui montre comment une équipe a réglé le problème. Une seule réponse, plusieurs angles possibles. Et en réalité, chez Appcues, KKClap, elle s'arrêtait pas à la collecte de sujets, elle utilisait aussi les formulaires pour demander des citations à des experts de sa communauté. Et si une réponse était particulièrement riche, elle proposait ensuite un entretien avec la personne cible. Donc le formulaire lui servait à la fois de radar éditorial, de banque de verbatim et de vivier d'intervenants. Et j'espère que là, vous voyez quand même que c'est beaucoup plus puissant que de simplement demander « Bonjour les amis, quel sujet devrions-nous traiter le mois prochain ?» Parce qu'à partir d'une bonne réponse, vous pouvez produire plusieurs choses. Vous pouvez reprendre la formulation exacte dans une accroche, puisque votre audience, elle a souvent de meilleurs mots pour décrire son problème que votre charte éditoriale. Désolé, hein. Vous pouvez construire une vidéo qui répond à la question, vous pouvez extraire une citation pour un post, vous pouvez inviter la personne à raconter son expérience, vous pouvez aussi comparer plusieurs réponses et pourquoi pas faire apparaître une tendance. Vous pouvez transformer le problème en ressources pratiques, en checklist, en diagnostic et parfois la personne qui vous donne le sujet peut aussi devenir la preuve, le témoin ou le cas qui donnera de la chair au contenu. Là, votre audience, elle joue plus seulement le rôle du public assis bien sagement au fond de la salle, elle devient une partie de votre rédaction au sens où ses problèmes, ses mots et ses expériences elles alimentent directement votre système éditorial. Au niveau des résultats attendus, il faut remettre un peu d'essence dans la pièce. Parce que dès qu'une méthode fonctionne, une fois, je sais très bien et pertinemment que le marketing adore transformer tout ça en promesse universelle, hein, genre un mail, 150 réponses, donc forcément. Mais le premier résultat concret que vous pouvez attendre de cette méthode, c'est la précision. Vous partez plus d'un thème flou du type parler de transformation digitale, vous partez d'une difficulté identifiable racontée avec des mots réels. Deuxième résultat, vous produisez moins de contenu générique. Si vous partez de questions réellement posées, vous êtes mécaniquement obligé d'être plus concret, plus contextualisé et souvent plus original. Vous arrêtez de traiter les bonnes pratiques de votre domaine pour répondre à comment éviter que les équipes recréent par exemple le même contenu sans le savoir, si je me raccroche à ma paroisse. Là, vous avez un angle, vous avez une situation et vous avez presque déjà une scène d'ouverture en fait. Troisième résultat attendu, vous identifiez des gens à faire parler. Parce que parmi les répondants, on l'a vu, certains auront une expérience détaillée, un point de vue tranché, un cas intéressant. Vous pouvez les recontacter, approfondir, comparer leur situation avec celle d'autres personnes et enrichir votre contenu avec de la matière de première main. C'est un véritable avantage concurrentiel, ça. Si vous avez écouté le dernier épisode que j'ai fait sur les AI Overview, vous savez du coup très bien que ce qui sera valorisé à partir de maintenant, c'est les données propriétaires, les expériences, les formulations que vous êtes le seul à posséder, pas le contenu générique que tout le monde produit et l'appelle sur son blog. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'épisode en question et vous m'en direz des nouvelles. Quatrième résultat à attendre, vous pouvez décliner vos contenus beaucoup plus facilement. Une bonne réponse, ça donne pas forcément un seul sujet, on l'a dit aussi, on l'a vu, elle peut alimenter une vidéo, un post, une newsletter, une interview, une checklist, un webinaire, un cas client, tout ce qu'on veut, tout est possible. Pas parce qu'il faut découper chaque idée jusqu'à ce qu'elle rende l'âme, mais parce qu'un problème réel possède souvent plusieurs dimensions. Il peut être expliqué, il peut être illustré, il peut être comparé ce problème, il peut être résolu, raconté, transformé en outil, plein de choses à faire aussi. Cinquième résultat, votre audience se sent davantage concernée et c'est assez logique aussi, parce que quand les contenus publiés reprennent les problèmes que les gens vous ont réellement confiés, ils ont plus de chances de se reconnaître dedans. Vous n'êtes plus seulement en train de diffuser un message vers une audience abstraite, vous êtes en train de répondre à une conversation que vous avez déjà commencée, déjà initiée. À parté, soyons clairs sur les limites. Cette méthode, elle garantit ni du trafic ni des leads. Vous pouvez écouter correctement votre audience et produire derrière un contenu dégueulasse. Mais vous réduisez au moins un risque majeur, celui de créer dans le vide. C'est déjà énorme. Le vrai bénéfice de tout ça, c'est pas d'obtenir 150 réponses. On l'a vu, on s'en fout du volume. Ce qu'on cherche, c'est remplacer une partie de vos suppositions par des preuves. Vous savez quelles questions reviennent, vous savez quels mots sont employés, vous savez quel problème semble assez intense pour mériter un contenu, vous savez qui pourrait accepter d'en parler parce que vous avez identifié la personne et vous savez ensuite où creuser. Autrement dit, vous commencez à bâtir un système d'écoute. Alors,
Arrêtez de deviner, commencez à écouter. Au fond, toute cette méthode repose sur une idée assez humiliante pour le marketing. Votre audience est probablement mieux que vous quel contenu elle attend. Elle connaît ses blocages, elle connaît les questions qui lui tournent dans la tête et elle connaît les moments où elle perd du temps, doute, hésite ou abandonne. Vous, de votre côté, vous pouvez continuer à organiser des brainstorming pour tenter de deviner tout ça à distance avec des gommettes. Ou vous pouvez poser une question, une vraie, précise, adressée à des gens qui vivent réellement le problème. Et ensuite, vous écoutez ce qui revient. Vous regardez ce qui fait mal. Vous repérez les formulations fortes. Vous construisez vos contenus à partir de cette matière première. C'est pas magique. C'est pas une technique secrète de ninja non plus. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que si peu d'entreprises le font, parce qu'elles sont toujours à la recherche de hacks magiques. Alors cette semaine, prenez votre newsletter, votre base client, votre communauté et posez une seule question. Quel est aujourd'hui votre principal blocage pour parvenir à résultat? En attendant de solliciter votre audience, est-ce que vous savez si vos contenus sont suffisamment alignés sur ces problématiques? Pour vous permettre d'y répondre, j'ai créé un petit outil de diagnostic avec 18 questions réparties en 5 piliers. Derrière, vous obtenez un diagnostic actionnable pour évaluer la maturité stratégique et opérationnelle de votre système de contenu B2B. Je vous mets le lien en description parce qu'un bon contenu, ça commence pas par une idée brillante. On l'a vu, il commence souvent par quelqu'un qui dit « voilà où je bloque ». Et par une entreprise suffisamment intelligente pour fermer sa mouille 2 minutes et écouter. Sur ce, à plus sous l'autobus et je vous donne rendez-vous à la prochaine.